3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et faire le bilan de cette semaine boursière. Frédéric Rosier est avec nous, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Antoine Ternan de nous accompagner également. Bonsoir Antoine. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérant diversifié chez Apicil Asset Management et Enguerrand Artaz est également à nos côtés. Bonsoir, bienvenue Enguerrand. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes gérant et stratégiste à la financière de l'Échiquier. Je regardais un petit peu le bilan de la semaine et des dernières semaines. Le S&P 500 va boucler une 8e semaine de hausse consécutive, donc depuis le point bas de fin mars. C'est un carton plein pour l'indice large américain. Quand en Europe ou ailleurs dans le monde, les sorts ont été un peu plus mitigés, c'est le moins qu'on puisse dire. Le CAC 40 rebondit sur la semaine avec une performance hebdomadaire positive de plus de 2%, mais cette performance positive vient après 4 semaines de baisse, par exemple, pour l'indice parisien en Europe. C'est le grand retour de la suprématie des actions américaines, Antoine. Alors, est-ce que nouveau record sous-entend fin d'une série positive ? Alors ça, je pense que les statistiques nous donnent tort, parce que peut-être que si ça augmente, c'est qu'il y a des bonnes raisons derrière. Pour autant, c'est vrai que les performances sont vachement en miroir entre l'Atlantique. Moi, ce que je retiens, c'est que 20%, on parle souvent d'un bull market, mais là, on est d'un bear market quand c'est moins 20. Là, on est typiquement dans un bull market à l'envers. Le Nasdaq l'avait largement franchi plus tôt, donc ça vient tracter un petit peu tout le reste de la côte, mais pourtant à l'intérieur, ça reste quand même les mêmes gagnants. Une grosse partie qui vient ici des BPA et de la progression des résultats attendus pour l'année 2026, à grand renfort de publication de résultats. Et je pense qu'on peut peut-être avoir un nouveau souffle avec ce qui est en train de se passer autour des IPO. On a aussi une course entre Claude et ChatGPT qui est assez intéressante. Je pense que derrière, il y a des winners qui sont un peu différents et qui commencent à être de plus en plus identifiés à travers Anthropic et OpenAI. Et donc, je pense que tout ça, ça vient tracter des players qui sont de plus en plus discriminés et de moins en moins joués globalement. Donc voilà, je pense que ça peut être. Mais ça veut dire qu'on oublie à nouveau l'idée de diversification. On plonge à nouveau dans un indice pondéré par les capitalisations comme le S&P 500 plutôt qu'un indice équipondéré qui lui ne fait rien depuis le début de l'année. C'est un peu à front renversé quand même de ce qu'on avait commencé à observer en 2025, Antoine. Oui, ou en fin d'année quand l'heure est à la rediversification, raconter des nouvelles histoires. Jusqu'en février même. On s'intéresse très souvent à l'équipondéré. Bon, finalement, fin de parcours ou même à mi-parcours, on voit que c'est toujours les mêmes qui tractent. Donc je pense que ça reste assez concentré en termes de thématique. Mais dans cette thématique tech, je pense qu'il y a des choses de plus en plus différenciantes ou des relais qui commencent un peu à être pris. Pauline a parlé du quantum tout à l'heure. On parlera sûrement de SpaceX. C'est un univers qui s'élargit. Peut-être que c'est de la science-fiction, tout ça, mais en tout cas, ça s'élargit. En tout cas, ça continue à tracter l'engouement des investisseurs. Nvidia fait bien, mais Nvidia sous-performe son secteur, en tout cas. On a dans le secteur des semi-conducteurs des valeurs on a d'autres qui offrent après, c'est vraiment un grand performance qu'Nvidia désormais. GPU, c'est pas un jugement sur la valeur. Mais je constate qu'effectivement, il y a une prise de relais aussi par d'autres acteurs du secteur en termes de performance boursière. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? C'est cette description qu'on fait du marché, là, Enguerrand. Non, mais effectivement, il y a déjà un point à souligner, c'est qu'on dit c'est le rebond des États-Unis, c'est le retour du leadership américain, c'est surtout le retour du leadership de la tech. Parce que quand on regarde les autres indices américains, finalement, le Dow Jones ne fait pas grand-chose, c'est un peu mieux que l'Europe, mais c'est pas très flamboyant. L'indice équipondéré, on en a parlé, c'est pas beaucoup mieux, donc c'est vraiment le retour de la tech, et même d'ailleurs de certaines composantes de la tech, comme ça a été dit. Quand on regarde si on regarde les méga caps, finalement, elles font le S&P 500 guère plus, même un petit peu moins, selon la fenêtre de regard qu'on prend. Ce qui, par contre, continue de monter de plus en plus fort, c'est toute la sphère des semi-conducteurs qui, elle, enchaîne record après record. C'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai aussi dans le reste du monde. On l'a vu en Asie notamment, la Corée et Taïwan qui enchaînent également les records. Donc, en fait, c'est plus un play sectoriel presque qu'un play géographique, même si il y a quand même une différenciation géographique qui se met en place, notamment entre les États-Unis et l'Europe, tout simplement parce que les trajectoires économiques commencent à diverger. Il suffit de regarder les indices de surprise économique entre les deux zones, vous voyez bien le grand écart. Et puis on a vu en Europe 0,1 de croissance au premier trimestre, c'est quand même plus que médiocre. Les derniers indices PMI étaient quand même très mauvais également. On parlera de la BCE après, mais dans ce contexte, une banque centrale qui a un ton restrictif, c'est quand même assez surprenant. Là où la Fed aurait plus de raisons d'avoir un ton restrictif, puisque l'emploi redémarre, etc., et elle garde pour l'instant, aussi lié au fait qu'on a un changement de chairman, elle garde un ton plus neutre. Donc,
on a aussi cette dichotomie économique qui se traduit en dichotomie boursière. En fait, le narratif pro-européen qui a marché pendant tout 2025, qui marchait encore en début d'année, il a quand même pris beaucoup de plomb dans l'aile sur les dernières semaines, donc c'est pas illogique de voir ce découplement. Et par rapport à la question de la diversification oui, mais faut-il encore savoir où aller? Et quand l'Europe va moins bien, quand les indices asiatiques sont perchés tout en haut, finalement, on se dit que peut-être mieux vaut revenir sur les États-Unis. Au moins, on sait où on met les pieds. Bon. Pire qu'une banque centrale qui adopte un ton restrictif comme la BCE, ce serait une banque centrale qui agirait de manière restrictive. Et ce sera peut-être l'enjeu de la prochaine réunion. Elle va le faire sur cette reconcentration de la performance. Et les problèmes que ça peut poser aussi, ou non, j'en sais rien, en termes de gestion. C'est un problème. Alors nous, malheureusement en Europe, c'est que le poids des technos en Europe, il est relativement faible. Parce qu'il y a un parcours d'une STM, 150, 160%, Infineon, ASML... Même Dassault Systèmes, des entreprises qu'on croyait un petit peu à l'agonie, elles ont quand même plutôt bien rebondi par rapport au point bas. On commence à avoir un petit peu autour de SAP. Donc voilà, c'est vrai que nous, on souffre finalement toujours de ces indices qui sont globalement plutôt équilibrés, honnêtement, et beaucoup plus équilibrés que les marchés américains. Et ça pose effectivement un problème de concentration de performance. Je vais minorer quand même cet aspect. Moi, j'ai toujours défendu l'idée que, par exemple, sur Nvidia, j'ai toujours été convaincu que le gâteau devenant de plus en plus gros, il allait finalement se répartir tout en maintenant une croissance. Mais finalement, voilà, tout le monde allait en profiter. Et finalement, lorsqu'on regarde tout ça, donc Nvidia fait beaucoup moins que des parcours hallucinants d'Intel, par exemple, depuis quelques semaines. 200%, c'est ça? Voilà. Oui. On a aussi des phénomènes de pénurie ou de problématiques de production. Je pense notamment à ce qu'on appelle les mémoires. Les mémoires, il y a 3 entreprises. Globalement, dans le monde, c'est 2 coréennes et Micron. Donc là, on voit bien qu'il y a des problèmes de production. Les Chinois, à toute berzingue, essayent de produire de la mémoire parce que la tension est relativement forte. Donc on a un marché qui est en train de... Je dirais, il est en train de s'étendre. C'est ça le plus intéressant, c'est que Microsoft ne fait rien sur le marché. On voit bien que là où on a été leadé quand même globalement par 4, 5 valeurs sur les 7, on a des entreprises qui étaient derrière, avec Broadcom par exemple en ligne, mais maintenant qui fait un petit peu moins bien que les autres, mais toutes les autres ont commencé à se réveiller. Donc on voit à quel point c'est la thématique qui est forte, et je dirais que même vous pouvez encore accentuer la progression de vos portefeuilles, pas forcément en faisant du S&P, en allant chercher finalement d'être hyper contrariant des retardataires qu'on a eu sur le marché. Et là, vous avez des performances incroyables. Donc, c'est un marché effectivement très, très dur à traquer. Et je pense aujourd'hui beaucoup plus dur à traquer que par le passé, parce que ce qui monte le plus aujourd'hui, c'est des poids qui sont plutôt mineurs dans le S&P, mais la masse commence à devenir importante. Et une boîte comme Nvidia, à l'aune notamment de sa dernière publication, c'est le début d'une entreprise qui est en voie de normalisation, on peut le dire comme ça, Frédéric. Alors, avec des taux de croissance qui restent délirants par rapport au commun des mortels, mais on était sur des taux de croissance de 200% au tournant des années 2021, 22, 22, 23. 2022, c'était 4 milliards de chiffre d'affaires et quasiment zéro. 80% par rapport à 200%. Il y a malgré tout, il faut le constater, une forme de décélération. Et parce qu'il y a... Jusqu'à normaliser à travers des buybacks, à travers du dividende, une réallocation aussi du cash vis-à-vis des actionnaire. Elle a fait un peu du Apple quasiment. Ça devient le premier payeur de dividende immédiatement là aux États-Unis. Alors c'est très intéressant parce que globalement, on sait que le consensus se trompe et minore. Et donc, comme on le sait, il n'y a plus d'effet waouh. C'est que globalement, il y a toujours 10% au-dessus des attentes. C'est à peu près et si vous avez vu quand même depuis maintenant, ça doit faire 8 publications, globalement, la réaction... L'action baisse. Ou fait rien, ou fait rien. Exactement. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on s'est habitué à ce que les analystes, globalement, minorent de 10% globalement la publication. Donc, quand vous habituez, c'est le principe de la révision massive qu'on avait auparavant. Et donc, la trajectoire est belle, ça devient un véhicule, croissance à l'infini, qu'on arrive à tracer, plus d'effets de surprise visible. Et par contre, les autres, on avait une croissance à l'infini qui était beaucoup plus faible, on s'aperçoit des accords d'AMD, des choses comme ça, que l'histoire, elle est en train de changer, peut-être beaucoup plus rapide qu'on ne l'imaginait. Un point aussi qu'on commence à discuter là dans ce thème de l'IA, avec les CAPEX, l'augmentation continue des CAPEX. On l'a vu à l'occasion des publications de ces entreprises hyperscalers qui ont continué d'annoncer des augmentations de CAPEX qu'on projette sur les 2 prochaines années. Et face aux CAPEX, il y a des revenus, évidemment, pour des entreprises également.
Antoine, et c'est le point que soulevait hier Christian Parizeau dans l'émission, c'est que la quasi-totalité des révisions à la hausse de CAPEX ou de revenus qu'on a dans l'IA sur les 2 prochaines années, c'est plutôt porté par les volumes. C'est porté par la hausse des prix. L'inflation des prix à travers l'inflation des composants, mémoire ou autres, face à une offre qui n'arrive plus à servir cette demande. On change quand même un peu de logique de ce point de vue-là. Ils l'ont d'ailleurs très bien réexpliqué à l'occasion des post-publis, à l'occasion des conférences de presse, en expliquant que cette hausse des CAPEX de, je sais plus, 10 milliards pour Meta, par rapport à ce qui était anticipé pour 2026, elle était liée à cette inflation des composants. Il n'y aura pas plus de puissance. Un peu pour faire passer la pilule. Il n'y aura pas plus de puissance de calcul, mais on va payer plus cher. En soi, exactement. On déploie toujours plus de milliards, mais peut-être pour une capacité qui reste identique. Mais je pense qu'en fait, cette course effrénée, elle est complètement logique. Il ne faut surtout pas être le dernier retardataire. On monétisera tout ça plus tard. On essaye d'expliquer au mieux les choix. Au pire, on fait un peu de buyback, un peu de dividendes pour faire patienter pour les actionnaires très gâtés qui sont, pour reprendre ce qui a été dit sur Nvidia. Et puis on essaye d'avancer et de rassurer le marché au maximum. Mais voilà, après tout ça, ça se déploie finalement dans l'indice SOX et les semi-conducteurs par effet de découlement. Mais en fait, aux manettes, c'est bien ces 700 milliards qui sont annoncés pour les 4 gros hyperscalers qu'on connaît, qui tractent l'ensemble du secteur. Comment on gère là, dans une gestion diversifiée, comment on diversifie un peu son risque? Il faut être bien sûr dans le thème de l'IA. Ce serait une faute professionnelle de pas y être, j'imagine. Antoine, comment on essaye d'équilibrer quand même les risques? Alors, je pense que la mauvaise réponse, c'est de dire on va sur les émergents. Je regardais tout à l'heure la compo du MSCI émergent, c'est incroyable, mais on pense que la concentration, elle est vraiment à son paroxysme dans le Nasdaq. Je crois que les 10 plus gros composants, c'est 50%, mais c'est plus de 40% dans le MSCI émergent, avec des TSMC, des Alibaba, des Samsung, etc. Donc en fait, si on achète de la zone émergente, on achète clairement cette même histoire. Alors, mais moins cher. Peut-être qu'il peut être moins cher, peut-être qu'il peut avoir d'autres relais beaucoup plus locaux, mais c'est des tout petits poids dans cet indice-là. Donc, est-ce qu'il faut faire du picking? Peut-être que c'est ça la réponse. Peut-être qu'il faut aller chercher les modèles open source chinois. Voilà, il y a eu le moment DeepSeek à l'époque. On en aura peut-être un deuxième. On en entend moins parler maintenant. Mais voilà, peut-être aller chercher d'autres histoire toujours autour de la tech parce que ça capte toute l'attention, mais voilà, peut-être j'entendais parler des data centers chinois dans l'eau. On parle de ceux de l'espace, mais potentiellement dans l'eau. Voilà, encore une fois, est-ce que c'est fantasme ou réalité? Mais peut-être qu'on peut aller chercher des histoires. Il faut faire gaffe parce que là-dedans, dans ces indices un peu niche de Quantum, etc., il y a soit des big qui sont pas vraiment des vrais players. IBM. Voilà, IBM. Bon, IBM, ils ont 90, je crois, supercalculateurs. C'est l'ensemble de tous les supercalculateurs américains cumulés, des petites boîtes où il y a très peu de flottants, avec des parcours qui sont un peu des parcours de l'ordre de la biotech. Est-ce que oui ou non, ils vont réussir à produire quelque chose de commercial, commercialisable, de boîtes non rentables. Ça reste un pari de boîte. Mais la fameuse tech non rentable, on en a beaucoup parlé, elle est revenue. Peut-être que c'est un deuxième lot. Elle surperforme largement aujourd'hui. Peut-être que ça fait partie de un deuxième lot de tech non rentable qui pourrait arriver sur le devant de la scène. Comment on équilibre les risques dans cet univers de la tech? Pardon. Accessoirement, j'ai pas répondu à la question. Parce que la question n'est pas facile, c'est vrai. Alors, justement, là, au risque d'être un peu rébarbatif, je pense qu'il y a aussi à des fois à se reconcentrer sur d'autres fondamentaux. Et tout simplement, ne serait-ce qu'aux États-Unis, on voit que l'emploi redémarre, on voit que certaines zones de la consommation, alors pas tout loin de là, mais certaines zones de la consommation redémarrent. Et dans les segments plus mid-cap, small-cap, on a ces boîtes de consommation un peu dépendantes de la middle class américaine qui ont eu des parcours assez sanglants depuis 2 ans. Est-ce que c'est pas le moment de s'y réintéresser? Peut-être. Et là, on est qui? Parce que du coup, on n'est pas du tout dépendant de la tech, on n'est pas dépendant de l'IA, on n'est pas dépendant des semi-conducteurs, parce que là, je partage tout à fait l'avis. On voit bien, après la publication d'NVIDIA, NVIDIA ne monte pas, mais SK Hynix prend 6 ou 8, Samsung prend 8. Enfin, donc, en fait, c'est juste qu'on a changé de proxy, mais en fait, c'est exactement le même facteur de risque. Donc là, je suis assez d'accord. Et puis, alors, on serait tenté de dire, regardez un peu l'euro, parce que malgré tout, il y a des choses qui fonctionnent. Et c'est vrai que c'est peut-être le moment de revenir aussi sur ce qui en Europe a été délaissé, sur
des défensives, un peu de qualité, des choses comme ça qui marchent pas du tout. Là, vraiment plus dans une logique de construction de portefeuille, parce que l'histoire est pas non plus extrêmement sexy. Mais c'est globalement ça. L'idée, c'est de se dire, mais c'est il dans y a ces le moments-là, thème. comme vous dites, Et- on réfléchit en termes de construction, de structure de portefeuille, et c'est dans ces moments-là où il y a peut-être des opportunités de rentrer des boîtes qui vont peut-être pas payer tout de suite, mais qui apporteront quand même un équilibre Et puis dans les qui ont, portefeuilles en tout cas, un qui sera facteur de risque intéressant. qui est différent, Ouais. qui n'ont pas forcément non plus de sensibilité vraiment à ce qui se passe en Iran, parce que c'est quand même l'autre problématique. Aujourd'hui, prendre des cycliques européennes, pas vraiment envie, vu ce qui est en train de se passer, et vu leur surperformance depuis 3 ans. Donc c'est un peu aller chercher d'autres choses qui peuvent peut-être pas être très flamboyantes, Non, mais mais décorrélé. ce qui se passe à la fois sur l'Iran et sur la tech. Bon, sur la conso américaine, bon, on pourra reparler, on va en reparler un peu plus macro, mais alors qu'on ne sait pas où la vague de réinflation va s'arrêter, oui, ça peut être quand même une idée. Je pense que la vague de réinflation, elle ne va pas aller très loin, de toute façon, Ouais. ni aux États-Unis, ni en Europe, pour des raisons différentes d'ailleurs. En Europe, parce que ça va casser la croissance, puis que la BCE va appuyer là-dessus pour la casser encore plus. Et aux États-Unis, parce qu'ils sont quand même moins dépendants des prix de l'énergie, donc il y a moins d'effets quand même directs. Et puis parce que, bien que le marché de l'emploi reparte, les salaires, eux, ne repartent pas. Il y a un gros boom de productivité, alors que peut-être productivité masquée, mais en tout cas de productivité aux États-Unis. Donc les risques de voir un réenchaînement. Il y a un phénomène d'autorégulation là qui se met en place tout de suite par rapport à. Alors le niveau ce des prix risque. reste élevé, Ah bah ça, oui. mais en termes de variation, je pense qu'il n'y a pas non plus beaucoup de sujets à attendre. Donc globalement, ça va. Il n'y a pas forcément beaucoup de croissance de salaire, mais par contre, il y a plus de personnes qui vont retrouver des revenus du travail. Donc globalement, ça va retracter un peu de la consommation sur des zones qui avaient été un peu délaissées. On y reviendra, on dira un mot de Kevin Warsh qui prêtait serment aujourd'hui à la Maison-Blanche en présence de Donald Trump. Mais tiens, puisqu'on parle du consommateur américain, l'effet richesse qui va être généré. Mais non, mais quand même. Ah bah oui, je l'effet pensais à ça, richesse qui va justement. être généré par une IPO comme SpaceX, suivi peut-être à l'automne d'OpenAI puis d'Anthropic. Mais ça va être déliant. Ah ouais. Alors, je permettez, je vais faire un disclaimer parce que Mirabeau, on est actionnaire de C'est bien de ces le dire. entreprises et notamment SpaceX, donc on attend évidemment avec impatience le 12 juin. Donc, je permettais juste que Intéressant parce que vous êtes skin in the game justement. Oui. Donc, on a suivi tout le développement, ce qui est très intéressant sur cette société, sur les multiples de valorisation. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez consulter le document d'introduction au Nasdaq qui est très intéressant. C'est 280 pages si vous avez du temps à perdre. Mais il y a beaucoup de choses assez sidérantes quand on voit ça. C'est derrière les words que va se donner Trump, pardon. C'est presque, excuse-moi de lapsus. Mais Elon Musk vous savez qu'en gros, c'est 1000 milliards de dollars potentiel avec gain pour lui de gains de rétribution, c'est ça. Alors sous forme d'action, c'est des milestones qui peut toucher au fur et à mesure des objectifs atteints de capitalisation. Donc c'est quand même écrit de 7500 milliards donc potentiel derrière. Donc toute tranche de 500 milliards lui attribue des actions supplémentaires avec une condition, c'est d'avoir 1 million d'humains sur Mars, une colonie de 1 million. Donc quand on dit ça, on a vraiment l'impression d'être dans Cosmos 99, c'est quelque chose de surréaliste. Il a exactement le même type de rétribution sur la partie XAI, où là, c'est une capitalisation maximum de 6500 milliards et avec une rétribution de 300 millions d'actions par tranche de 500 milliards, avec un objectif de 100 l'équivalent de 100 terawatts produits en équivalent, ce qui est à peu près c'est l'équivalent de 2000 data centers aujourd'hui. Donc, pour vous donner la taille, donc entre 1 million d'humains sur Mars et 2000 l'équivalent de production 2000 data centers qui ne sont pas construits aujourd'hui. Ça n'existe pas, 2000 data donc, centers. On voit aussi l'ambition du monsieur. Alors, ce qui est important sur ces 3 introductions, c'est les montants. On va, bon an, mal an, tourner autour de 3500, voire 4000 milliards de dollars. C'est l'équivalent sur 3 sociétés qui ne génèrent quasiment pas de revenus. On est à 80 milliards de revenus. Ça, c'est la capitalisation que pourrait représenter ces entreprises sur le prix d'introduction qui sera fixé. Soit l'équivalent de ces entreprises, pour certaines qui ne sont pas très très vieilles, l'équivalent du poids de l'Eurostock 50 au moment où on se parle.
Et ce qui est plus aberrant, quand on le voit d'extérieur, c'est ces 80 milliards de revenus, pas de résultats, de revenus, qui, bon an, mal an, revient à peu près au revenu de LVMH. Donc, le Eurostoxx 50 génère, au moment où on se parle, 3500 milliards de revenus. Pour 3500 milliards de capitalisation boursière, en face de 3500 milliards de capitalisation pour 80 milliards de revenus. Pour des entreprises non rentables, Anthropic va devenir rentable, a priori. Sur un trimestre. Sur un trimestre, donc on sait qu'il y a beaucoup de dépenses. Donc, les multiples sont hallucinants. Ces entreprises-là, aujourd'hui cumulées, vont faire... c'est dans le top 10 des entreprises en termes de capitalisation. Alors, il y a eu l'équivalent, c'est Aramco, si on veut faire en termes de taille, mais vous voyez, même là, ça n'a plus rien à voir. C'est une fraction de ce que va lever. Oui, mais bon, voilà. Donc, ça sort de l'entendement. Moi, la question que je me pose là-dessus, c'est un problème ou pas pour le succès de ces entreprises en bourse, c'est ce qui va compter maintenant. J'ai un problème, et c'était soulevé notamment par certains fonds de pension, et vous l'avez vu sur la valorisation et sur l'introduction de ces entreprises. C'est évidemment, quand vous n'en avez pas, vous courez derrière le papier. L'indiciel et tous ceux qui veulent suivre vont devoir courir derrière le papier. Et j'ai le sentiment qu'il risque d'avoir un petit peu de vase communicant. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible que des grosses capitalisations boursières, notamment dans les MEC 7, du fait du poids de ces entreprises, subissent une déperdition d'actifs pour transférer. Parce qu'on sait, les indices sont très liés à la masse monétaire. On vendra du Nvidia pour acheter du SpaceX. Voilà, il n'est pas impossible. Pour avoir la manière dont ces entreprises nouvelles en bourse vont être intégrées dans les indices, avec quelles caractéristiques, quelles conditions, en fonction du flottant. Non, mais elles vont y aller très vite. Sauf que la loi, tout le monde va vouloir les mettre dans l'argumentation a un peu évolué là-dessus, c'est que maintenant on accepterait des entreprises non rentables au sein des indices. Mais je pense qu'on pourrait avoir, par exemple, et le premier perdant serait Nvidia dans ce cas-là. Je pense que pourrait très bien avoir on a acheté les pelles finalement. Maintenant, voilà, il y a l'histoire du chercheur d'or. Et donc la question, c'est que là, on arrive à la finalité qui est le client final. Et j'ai une petite intuition que Nvidia pourrait être le perdant capitalistiquement parlant de cette opération, en disant voilà, on a joué cette partie, c'est installé. D'où l'idée qu'on a besoin de séduire l'actionnaire avec du buyback, du dividende pour montrer quand même que. Et donc, in fine, est-ce que ça va avoir un impact positif sur le marché si on fait ces arbitrages, sachant que Nvidia, ça doit être 6 ou 7% des indices, peut-être un peu plus. Oui, c'est ça. Je suis pas certain, globalement. Ça va faire beaucoup d'animation, beaucoup de rotation, mais il pourrait avoir une sorte de transfert de valeur. Voilà. C'est un sentiment, on verra, j'ai peut-être tort, mais ça peut, à mon avis, s'opérer comme ça. Eh ben, on le saura à partir du 12 juin, Frédéric, si vous avez raison ou tort. Qu'est-ce que ça vous inspire, là aussi? Je sais pas, parce que c'est vrai que l'introduction de SpaceX semble tellement démesurée, tout le monde, le 12 juin, ne regardera que ça, Antoine. Déjà, l'histoire des vases communicants, je pense qu'il y en a au moins deux autres. On a parlé d'NVIDIA, qui peut-être cherche à rassurer justement en montrant qu'elle, c'est une boîte mature. Et c'est ça. Voilà, ça, je pense qu'on fidélise. On a l'impression que c'est un peu installé. On voit aussi, deuxièmement, que OpenAI cherche à se presser de rappeler qu'il sera le prochain et que peut-être qu'il ne faut pas mettre toutes ses billes dans le premier parce qu'ils arrivent et donc le dossier, je pense, sera peut-être pressé d'arriver sur la table. Et troisièmement, on voit qu'il y a un emballement sur tous les proxys ou proxy-like, enfin les choses qui peuvent permettre de jouer la thématique. Je crois que l'ETF spatial a encaissé une journée record la veille du dépôt du dossier. Enfin voilà, donc je pense qu'il y a ces histoires de vases communicants. Après, je pense que clairement, il reste une montagne de cash à investir qui sont sur les fonds monétaires, qui pourront être déployés. Et puis, il pourrait y avoir d'autres arbitrages au sein de la tech. Mais si l'engouement il reste, je pense que ça tractera toute la côte. Je voulais juste rebondir sur ce que disait tout à l'heure Enguerrand, qui était super intéressant. Sur la conso, Walmart a fait un très beau parcours boursier l'année dernière. Ça marque une petite pause. En tout cas, il y a des résultats qui sont publiés plutôt solides. Alors, Walmart, c'est vraiment la conso de base. Mais on a des targets derrière qui ont plutôt bien publié, avec toujours... pas que l'effet prix qui justifie les résultats, et puis Home Depot qui est un peu plus exposé au segment IMO, mais qui tient quand même le choc. Donc voilà, le consommateur américain toujours en forme. Je reviens à l'effet richesse. On sait que la richesse est potentiellement mal redistribuée, ou en tout cas très inégalement distribuée. Mais voilà, l'effet richesse les marchés boursiers progressent, et donc on a encore plus de patrimoine qui est spécifiquement aux États-Unis déployé sur de l'equity.
Bon, ça nous amène à dire un mot à nouveau peut-être des enjeux pour les banques centrales. On a déjà parlé un peu de la macro américaine avec vous, Enguerrand. Déjà quand même, un mot de ce qui s'est passé sur les marchés obligataires là, ces dernières séances. Alors, les toutes dernières montrent quand même l'idée d'une stabilisation, d'un apaisement. Mais c'est vrai qu'on a vu quand même ces mouvements de partie longue, de courbe de taux repartir assez violemment à la hausse. Un mouvement de repentification assez violent. Alors qu'au début du conflit du Golfe, c'était quand même plutôt les parties courtes qui montaient assez vite et assez fort. Là, à nouveau, le focus est revenu sur les parties longues et très longues de courbes, dans un mouvement assez global, d'ailleurs, qu'on a un peu de mal à discriminer entre les États-Unis, l'Europe et le Japon, pour prendre les grandes zones. Il y a une force de traction aussi des zones les unes entre les autres, parce que les sujets sont quand même très différents dans les 3 zones que vous avez citées. Ce qui semble assez clair, c'est que on a 2 sujets un peu concomitants. D'abord, un marché qui se dit que le retour à des taux bas, comme on pouvait le penser à un moment en 2025, on s'est dit finalement le nouveau monde post-Covid avec plus d'inflation, il n'aura pas lieu, on va revenir à des taux. Finalement, on redétricote ce narratif-là et on se dit, non, en fait, on va peut-être structurellement rester avec un peu plus d'inflation. Alors, moi, ma conviction, c'est qu'on n'aura pas structurellement plus d'inflation. Par contre, on aura plus de volatilité de l'inflation, donc plus de volatilité aussi des réactions des banques centrales, ce qui justifie peut-être d'ailleurs une prime de risque sur les taux à long terme qui est plus élevée. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a malgré tout une sorte de contamination des risques inflationnistes qu'on pense apercevoir avec l'Iran, qui contamine un peu la partie longue, surtout à mesure que le conflit, non pas s'étend, mais en tout cas que le blocage, lui continue. Donc, c'est principalement ça, à mon avis, le sujet. Puis avec des discours des banquiers centraux, j'ai déjà parlé de la BCE, on sait que la Banque du Japon va certainement continuer à monter ses taux. Et même du côté de la Fed, les marchés qui avaient mis du temps à s'ajuster, maintenant price une hausse de taux. Ça a mis du temps, mais les marchés sont quand même ajustés, ce qui est assez logique d'un point de vue fondamental. Et puis, même certains discours, alors c'est peut-être assez politique aussi, puisque du fait qu'il n'ait pas obtenu le poste, maintenant il retourne sa veste. Mais je voyais Christopher Waller récemment qui disait que quand même, s'il y avait un désancrage, des anticipations d'inflation, c'était pas super, etc., etc. Alors bon, il y a peut-être un peu de jeu aussi là-dessus, mais malgré tout, il y a globalement, pour les banques centrales, un sujet de crainte du désancrage et d'anticipation d'inflation qui me paraît un peu exagéré en Europe, mais qui est beaucoup plus vrai aux États-Unis. Bon. Mais en Europe, alors j'entends, tout dépend ce qu'on écoute comme discours, et c'est vrai qu'au tout début du conflit, le discours a été très vite, très dur, très ferme, avec une Christine Lagarde qui tout de suite a rappelé que la BCE n'hésiterait pas. Depuis, quand même, j'ai un peu d'eau à couler sous les ponts, le conflit est là, s'installe, le blocage d'Ormuz reste évidemment l'actualité du moment, mais on sent quand même qu'ils n'ont pas envie d'y aller si fort du côté de la Banque Centrale Européenne. Il faut préserver la crédibilité. La hausse de taux de juin, elle est inscrite. Mais on sent quand même qu'il y a des voix et des banquiers centraux en Europe qui sont pas dans la précipitation. Non, mais c'est presque un peu pire, ça. J'ai beaucoup entendu ce discours-là, parce que j'étais absent quelque temps, et j'ai beaucoup entendu ce discours-là en revenant. Ah oui, il faut faire une hausse de taux pour la crédibilité. Mais où est la crédibilité si on fait une hausse de taux, alors que l'économie est en train de s'affaisser, et qu'on est obligé de refaire des baisses de taux peut-être 6 mois plus tard? Pour moi, il n'y a aucune crédibilité, si ce n'est de reproduire les erreurs de Trichet ou des périodes précédentes de la BCE. Donc là, pour moi, c'est plus du dogmatisme que de la recherche de crédibilité. Que la BCE se presse pas pour baisser les taux face à la relativement de la croissance, oui, ça paraît évident. On a quand même un sujet de hausse des prix de l'énergie. C'est très logique qu'elle se précipite pas. Mais cette idée de dire on va faire une hausse de taux pour montrer qu'on sait faire, on va pas trop en faire, puis ça se trouve derrière on rebaissera. Je comprends pas l'intérêt. On a vu dans le dernier Bank Lending Survey de la BCE que les anticipations de durcissement des conditions de crédit, notamment pour les entreprises, étaient reparties assez fortement à la hausse. Donc déjà, on a déjà du durcissement des conditions financières aujourd'hui. Rien que par le discours, par le niveau des taux longs, etc. Ça dépend du degré de conviction que vous avez sur la capacité de l'inflation à rebaisser et à ressortir du système une fois qu'elle y est entrée. C'est surtout, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir des effets de second rang sur l'inflation ? Il me semble que, vu l'état de l'économie européenne,
les risques sont très très faibles. On n'est pas du tout en 2022. Et donc, à partir de là, bien sûr, on a une sensibilité plus forte aujourd'hui parce qu'on se rappelle de la poussée inflationniste de 2022. Il y a une demande déjà qui est en train de s'exprimer de ce point de vue-là. Il y a en France, il y a des demandes des syndicats pour ouvrir les négociations salariales, etc. Et non, mais oui, mais aujourd'hui, les entreprises n'ont plus le pricing power qu'elles avaient en 2022. Donc, et puis le marché de l'emploi est plus en si bonne forme que ça. Donc je pense que ça, évidemment, c'est du jeu politique et syndical, c'est normal, mais ça n'arrivera pas. Mais ça veut dire que si la BCE est capable de de bouger les taux dans un sens, il faudrait aussi qu'elle soit capable de les rebouger dans l'autre. À minima. Oui, même si, encore une fois, je vois pas l'intérêt d'aller dans un sens pour repartir et pour vous, dans l'autre. Je comprends que l'intérêt, ce serait de rien faire. Voilà. Mais au moins, effectivement, de diluer un peu ça, je pense que c'est... Et un mot de Warsh, et après je fais circuler la parole à Frédéric et Antoine. Et donc Warsh, la première mission de Warsh pour les FOMC du 16-17 juin, contrairement peut-être à ce qu'il pouvait ambitionner il y a quelques mois, en se disant qu'il allait réussir à convaincre ses congénères de baisser les taux, là, s'il arrive à les convaincre de ne pas monter les taux tout de suite, ou d'attendre encore un peu, ce sera déjà une forme de victoire pour lui. Oui, alors je ne pense pas qu'il y ait quand même de pression de monter les taux dès la prochaine réunion du côté de la Fed. Par contre, il va devoir les convaincre de garder un discours équilibré. Ce qui sera peut-être plus compliqué, parce que je pense que certains pousseront pour qu'il y ait des mentions dans le statement qui soient un peu plus présentes. C'est peut-être là-dessus, c'est de la sémantique, mais pour les marchés, ça donc la bataille concrète pour lui, c'est ça. Pour la prochaine réunion, je pense que ça sera surtout ça. Ouais. Bon. Frédéric, sur les enjeux de banque centrale, on y revient. Alors c'est vrai que Kevin Warsh a fait, c'est pas serment, c'est allégeance. Non, alors je le défends parce que c'est quelqu'un qu'on connaît depuis de nombreuses années. C'est quelqu'un on l'a pas attaqué jusqu'à présent. C'est quelqu'un il a écrit là-dessus. C'est quelqu'un qui est très orthodoxe dans sa vision d'une banque centrale. Il l'a écrit notamment. Il a été conseil pour la banque centrale anglaise et dans ses directives et dans ses conseils, il a toujours été dans une politique très clair et dans la logique des banques centrales. Compétence du bonhomme. Non, mais c'est pas la compétence. C'est la question, c'est est-ce que oui ou non, sous pression, un type qui a pendant 20 ans a décidé et a publié et a conseillé une certaine forme de politique orthodoxe, est-ce que oui ou non dérangerait du jour au lendemain? Honnêtement, je pense que c'est ça aussi le marché. Il avait réagi d'ailleurs sur la nomination de Warsh, parce qu'on sent bien que c'est quelqu'un normalement dans son ADN qui doit avoir une logique de banque centrale. Donc pas trop inquiet là-dessus. Et sur la BCE, le gros problème, et nous ce qu'on n'aime pas, c'est les divergences de politique monétaire. C'est ça le plus. Honnêtement, si la BCE effectivement, le plus dangereux, c'est que la Fed aille dans l'autre sens et nous on se mette à monter. C'est l'épisode qu'on a bien connu avec M. Trichet. Ça, c'est une bombe nucléaire. Donc là, il ne faudrait pas qu'on ait ça. A priori, on n'aura pas ça. Le marché, aujourd'hui, dans les anticipations, je crois que c'est une demi-hausse qui doit être pricée fin d'année. Une demi-hausse. Donc, on est à 80... Oui, c'est ça. Donc on n'est pas totalement intégré. Pas intégré, et c'est plutôt en bonne voie. Une hausse à 1 an sur la Fed, grosso modo. Voilà, donc... Le marché est moyennement convaincu que ça bouge énormément de ce côté-là. Partant d'une banque centrale qui n'avait pas complété totalement la neutralisation de son réglage de politique monétaire. Et les anticipations d'inflation, au moment où elle peut rester quand même peut-être dans le haut de la fourchette du tonneau, comme ils disent maintenant. Mais c'est plutôt plus proche d'une position légèrement restrictive que très accommodante. Quand on regarde un peu les break-even et tout ça, on s'aperçoit que les anticipations d'inflation, le mot transitoire va ressurgir dans les communications. Et donc le 2,4 2027, ça peut être toujours une cible atteignable. Et si vous avez 2,4 en cible, est-ce qu'il y a une raison de bouger ou pas les taux d'intérêt ? Je crois pas. Donc, je pense qu'on va, à mon avis, partir sur une zone de statu quo monétaire aux États-Unis. Et c'est conforme avec, je sais pas, les messages qu'on peut retenir des marchés obligataires, des parties longues de courbe, par exemple, des banques centrales qui feraient rien au moment où on se reprend quand même une bosse d'inflation aussi transitoire qu'elle puisse être, etc. La question, c'est est-ce qu'elle ça peut provoquer des réactions. Elle n'est pas déjà pricée. Et la question, c'est, je regardais tout à l'heure, cet écart, donc. On va faire cet écart entre le 10 ans et l'inflation. Aujourd'hui, c'est des niveaux qui sont plutôt dans la barrière haute, d'accord ? Donc, on a eu des épisodes comme ça, des pics, ça devait être en 2008, mais globalement, on est plutôt dans la partie haute. Donc, l'intégration de ce risque-là dans les taux, à mon avis, elle est quand même plutôt bien intégrée. Voilà, donc ce qui pourrait déroger à ça, c'est une inquiétude, bien sûr, sur le dérapage de la dette américaine, les mid-termes aussi. Voilà, c'est des choses qui pourraient
Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà intégrées dans le scénario. En termes de gestion justement des positions là dans les portefeuilles, il nous reste 3 minutes, 1 minute chacun. Antoine, j'imagine, enfin, c'est sans doute pas le moment des grandes manœuvres, mais c'est une question que je vous pose. Comment on ajuste là les portefeuilles avec tout ce qu'on vient de se raconter? C'est difficile déjà de faire des rotations dans ce qu'on a potentiellement inputé en début d'année. On peut prendre des bénéfices sur des choses qui ont marché. Ça, c'est clairement, chez Apsilem, c'est quelque chose qu'on a fait, par exemple, sur le oil and gas, qui n'est pas tout à fait conventionnel en début d'année, mais on s'est fait rattraper par l'histoire. Merci pour moi. Une partie de ce narratif était valable, celui de la couverture géopolitique. Et puis, on se réoriente malheureusement vers des choses à bêta assez larges, du S&P, enfin, des zones géographiques au sens large. On évite, comme je disais tout à l'heure, d'aller chercher de l'émergent. Le discours qui consiste à dire que la dédollarisation du monde viendra affaiblir le dollar et donc mécaniquement aider ces devises-là et donc ces pays endettés en dollars. Voilà, ça, je pense que on vient plutôt chercher des histoires spécifiques à des pays et à des secteurs, moins cette histoire globale qui est peut-être un discours très français ou européen. Et juste pour conclure peut-être sur les banques centrales et donc sur les taux, je pense que Warsh, il a une magnifique occasion là de se dédouaner en tout cas, de pas avoir à faire des baisses de se taux. monter crédit. Voilà, on va pas lui créditer. Bien sûr. Il y a le terme accommodant qui pourra retirer un peu pour assurer tout le FOMC. Et donc peut-être et après il y a tout ce discours aussi autour du bilan de la Fed, comme on sait qu'il est un fort détracteur. Et donc il va y avoir des choses l'un dans l'autre sur les parties de courbe qui vont être très différentes à jouer. Donc voilà, en ce moment peut-être aller chercher peut-être plus de choses sur les taux courts. En plus, on a bien vu que la pontification dont on parlait tout à l'heure, finalement, elle a eu l'effet aplatissement au début de conflit. Oui, c'est l'effet. c'est ça. Voilà, mais l'un dans l'autre, on est globalement stable. Donc peut-être que maintenant, on peut se reposer les questions et jouer l'obligataire. Un mot sur la logique d'ajustement, peut-être des portefeuilles, plus que des grandes décisions à prendre aujourd'hui. Nous, les deux choses vraiment qu'on a fait, la première, ça fait plusieurs semaines, et c'est un peu la logique de ce que je disais tout à l'heure, c'est que, alors qu'on était assez positif sur l'Europe en début d'année, on est passé négatif sur l'Europe, donc on a vraiment baisser l'Europe au profit plutôt des États-Unis. Pas un accord défendant, mais le constat est là. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, je pense que ce que peuvent faire les banques centrales, à tort ou à raison, est assez bien intégré. Et donc, autant sur les États-Unis, est-ce qu'il y a de la baisse à attendre? Je ne pense pas. Autant en Europe, même si la BCE va au bout de ce qu'elle peut faire, je pense que c'est intégré. Et donc là, la duration européenne redevient attractive parce que derrière, il y a quand même un risque macro qui s'installe. Donc je pense qu'il y a un petit peu de choses à aller chercher parce que sur le crédit pur, les spreads sont quand même très compressés. Donc là, l'obligataire d'État retrouve un peu d'intérêt. Regarde l'histoire de la BCE, le marché est allé très vite, très loin dans l'anticipation de 3 hausses de taux et plus, peut-être, même si nécessaire. Rapidement, 30 secondes. Les Suisses, équilibrés, 50% actions. La carte suisse. On a réduit l'Europe, effectivement. Même les mid et small, on a été un peu contraints. Et une nouveauté, c'est qu'on a couvert partiellement les portefeuilles par l'utilisation de ce qu'on appelle des put spreads. Donc, on va encadrer à 50% notre exposition. Saisonnalité moins favorable, un rallye. Donc, on garde nos positions. On ne bouge pas nos positions plutôt tech. Mais par contre, pour le coup, sur 3 mois, on va se mettre en couverture partielle du portefeuille sur les États-Unis. On restera sur cette note de prudence suisse. Merci beaucoup, Frédéric. Merci Antoine et merci Enguerrand. 3 invités qui étaient avec nous pour Planète Marché dans Smart Bourse sur Bismart for Change.